et bienvenue chez My Fashion Stories Box Podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. Je m'appelle Catherine et je suis heureuse de vous retrouver. Découvrons ensemble le monde merveilleux de la mode, de l'histoire et de l'histoire de la mode. Pourquoi la coiffe tourangelle comme sujet, me demanderez-vous? C'est pas un peu ringard, démodé, vieux jeu, voire nationaliste? Eh bien non. L'objectif de cet épisode est de vous montrer toute la beauté qu'un accessoire de mode régional peut avoir. Dans ce premier épisode en français de My Fashion Stories Box Podcast, nous ferons un voyage dans le temps dans la région tourangelle. Pour ces recherches, j'ai décidé d'adopter l'attitude d'un archéologue face à un objet découvert sur un chantier de fouilles. Nous allons donc examiner cet objet, le décrire de manière objective donc, comprendre son anatomie, les différents éléments qui le composent. Puis, nous ajouterons quelques points de contexte. Comment portait-on la coiffe? Qui la portait? Avec quoi était-elle portée? L'étape suivante correspond à une de mes activités préférées dans l'analyse d'accessoires et de vêtements du passé. Le sens caché, l'utilisation d'éléments décoratifs, dans notre cas les broderies, comme moyen de communication non verbale. Car en effet, la mode, même si elle peut sembler superficielle pour certains, fut et est toujours un moyen de communication. Et enfin, je vais tenter de répondre à une des questions que je me posais, mais quelle est donc l'origine possible de ce couvre-chef régional? J'ai plusieurs hypothèses que je vous présenterai et sur lesquelles nous pourrons débattre ensemble. Mais avant de commencer cette analyse de la coiffe tourangelle, aussi connue sous le nom de bonnet tourangeau, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de mon intérêt pour cet objet. Je suis originaire de la région de Tours, en France. Ma famille habite un petit village situé dans le nord du département de l'Indre-et-Loire, Saint-Christophe-sur-le-Nez, où j'ai passé mon enfance et une grande partie de mon adolescence. La Touraine n'est pas vraiment réputée pour son costume régional et son folklore. Et pourtant, pour moi, tout a commencé avec un sac dans lequel ma grand-mère paternelle avait rangé les coiffes portées dans sa famille, originaire, elle, de la commune de Savigny-sur-Lathan, toujours dans le département d'Indre-et-Loire. Après mes pérégrinations à l'étranger, et ayant entre-temps découvert le monde merveilleux de la mode, et surtout celui de l'histoire de la mode, j'ai décidé de m'intéresser au contenu de ce fameux sac. Ma grand-mère n'est plus de ce monde pour me raconter les histoires de ces coiffes, par qui elles ont été portées et pour quelles occasions. J'ai donc dû me baser sur le peu de recherches disponibles sur le sujet pour essayer d'en apprendre plus, tout en y ajoutant mes propres réflexions. Ouvrons donc maintenant ce sac de curiosités ensemble. Et tout d'abord, regardons de plus près notre bonnet. Le bonnet tourangeau ou coiffe tourangelle est composé de 3 parties. La lite, la passe et le fond. La lite est la partie en tulle terminée par une dentelle de Valenciennes paillée sur les côtés et avec une partie plate sur le milieu. Cette partie fait le tour du bonnet et encadre le haut de la tête. La passe est la partie de transition entre la lite et le fond. Elle a une forme en croissant de lune. Le fond, quant à lui, correspond au dos du bonnet, à l'arrière, et vient couvrir le derrière de la tête. Quand vous rencontriez une femme portant la coiffe, si vous la voyez de face, vous ne voyez que la lite. Si vous la voyez de profil, la passe et le fond devenaient visibles. Et si vous la voyez de dos, c'est le fond que vous remarqueriez le plus. À ces 3 parties, il faut ajouter le cordon de serrage, qui va venir fixer le bonnet sur la tête pour l'empêcher de bouger. Fait en coton très serré, il vient sur l'avant de la tête où il est croisé, puis est attaché sur la nuque avec un nœud. Puis le ruban en soie, ajout tardif vers la fin du XIXe siècle, qui va venir cacher le cordon de serrage
et ajouter une note luxueuse à notre coiffe. Avant d'être montés, les éléments constituant le bonnet doivent être créés. Vous avez donc besoin de tulle, de dentelle de Valenciennes et de mousseline, le tout blanc. Le tulle et la dentelle de Valenciennes vont être utilisés pour créer la lite. La mousseline, quant à elle, sera brodée par une brodeuse, puis montée en passe et en fond par une lingère. Pour résumer, en éléments décoratifs, vous avez la dentelle de Valenciennes, présente sur la lite et aussi en incrustation dans les broderies sur la passe et le fond. Vous avez aussi les broderies, que vous pouvez retrouver sur la passe et sur le fond du bonnet. Les broderies de la passe rappelant le dessin principal du fond de la coiffe. Pour les broderies, on peut noter une évolution au fil du temps qui va nous permettre de dater les coiffes. En effet, une broderie fine correspond à une période entre 1840 et 1870. Il s'agit ici de bonnets créés durant le Second Empire en France. Et la broderie de Touraine, connue sous le nom de broderie blanche, broderie de Vouvray ou gros de Tours, et qui a fait la réputation de la région, apparaît après 1870. Les bonnets créés avec cette broderie l'ont été durant les premières décennies de la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale, après laquelle la coiffe tourangelle ne fut plus à la mode. La coiffe tourangelle était portée par les femmes de la région de Tours durant le XIXe siècle. Au début du XXe siècle, elle commença à être moins à la mode et après la Première Guerre mondiale, seules les femmes âgées la portaient. J'ai en ma possession la photo de mariage de mes arrière-grands-parents paternels datant de 1902 et déjà, mon arrière-grand-mère ne la portait pas. Seules quelques jeunes filles présentes et les femmes âgées l'avaient. Une autre photo de mariage datant des années 30 sur laquelle figure mon arrière-grand-mère paternelle, mon grand-père paternel et ses sœurs montre qu'aucune des femmes de ma famille portait la coiffe et seules les femmes plus âgées la portaient. Ce bonnet, cette coiffe, portée par les femmes tourangelles au XIXe siècle, est vraiment ce qu'on appelle un accessoire de mode, suivant un cycle de vie semblable à ceux que nous pouvons constater dans notre société actuelle. Des vêtements, des accessoires qui sont à la mode aujourd'hui et qui ne le seront plus demain, mais qui pourraient éventuellement revenir dans le futur, car la mode et les tendances suivent un schéma cyclique. Pourquoi pas le retour du bonnet tourangeau ? Puisque nous parlons mode, regardons maintenant comment les femmes portaient la coiffe et avec quoi. La principale caractéristique du bonnet est sa couleur. Il est blanc. Pour que les broderies soient plus visibles, mais également pour éviter que les cheveux sales ne le tachent de trop, le bonnet tourangeau n'était pas porté à même la chevelure. En effet, il faut savoir que même si les notions d'hygiène évoluaient, elles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et on ne prenait pas de douche tous les jours. Tout d'abord, les femmes coiffaient leurs cheveux sous forme de chignon. Elles faisaient l'arrêt au milieu, plaquaient les cheveux de chaque côté avec de la vaseline, puis les rattachaient sur la nuque en chignon. Ensuite, elles mettaient une sous-coiffe noire, ou bonnet de propreté, qui avait deux rôles. Le premier, protéger la coiffe blanche des sécrétions de sébum des cheveux, et le deuxième, faire ressortir les broderies blanches en les mettant sur un fond noir. Au début du XIXe siècle, le bonnet devait cacher la totalité des cheveux et les oreilles. À partir de 1840, la mode change et le bonnet se porte un peu plus en arrière, découvrant les cheveux du devant. Puis, pour ajouter un peu plus de volume sur le derrière de la tête et ainsi mettre un peu plus en valeur les broderies du fond, un bandeau bourrelet, aussi appelé souris, était ajouté. Les cheveux étaient toujours bien plaqués et lissés. Puis, plus on avance dans le siècle, plus le bonnet se porte en arrière, dégageant le haut de la tête et les oreilles. L'arrêt du milieu a tendance à disparaître
et les cheveux du devant sont plus bouffants, plus frisés et rejetés à l'arrière. Certaines coquettes allaient même jusqu'à ajouter de faux cheveux crêpés. Regardons maintenant un peu plus l'allure générale de la tourangelle du XIXe siècle. Que portait-elle avec son bonnet? Pour compléter son apparence, la tourangelle portait des bijoux, souvent en or, en argent ou en vermeil, un argent massif 925 recouvert d'une couche d'or de 18 carats, ou même en fixe, du laiton ou du cuivre plaqué or. Boucles d'oreilles, pendants d'oreilles, broches, montres et sautoirs, ainsi que la croix-jeannette étaient les bijoux principaux que l'on pouvait trouver dans les boîtes à bijoux des tourangelles. Pour ce qui est des vêtements, il n'y a pas à proprement parler de costume régional tourangeau avec une robe ou un imprimé particulier. La base principale s'inspire du costume paysan porté durant l'Ancien Régime. Dans le livre « Le folklore de la Touraine », Jacques-Marie Rouget, folkloriste de la région, liste les éléments suivants composant l'habit féminin tourangeau. La capote, un grand manteau noir, le capuchon, servant à protéger la tête et dont l'intérieur pouvait être doublé de soie ou de velours, le fichu, un carré de 1,10 m à 1,20 m de côté, porté en pointe dans le dos et dont les extrémités étaient croisées sur la poitrine et calées dans la ceinture du tablier. Ce fichu pouvait être en mousseline blanche ou en tulle brodé pour les événements importants comme les mariages. Il était également disponible en soie de couleur imprimée ou en cachemire. Pour tous les jours, les femmes portaient un fichu de coton imprimé. Fait intéressant, les fichus pouvaient être imprimés sur leur recto et sur leur verso avec 2 motifs différents pour donner l'illusion que la porteuse en possédait une grande quantité. Tout était question d'apparence. Le tablier, souvent de couleur sombre, en soie ou en taffetas, sans ornementation, était porté sur la robe et était un peu plus court que celle-ci. Et enfin, les sabots, portés avec des chaussettes par-dessus les bas, en hiver. Ces vêtements suivaient l'évolution générale des styles des différentes époques du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le bonnet, comme mentionné précédemment, sera porté jusqu'à la Première Guerre mondiale et les photos des différentes époques nous montrent des robes suivant les silhouettes parisiennes de la Belle Époque. Comme je vous le disais, dans la mode, rien n'est anodin, rien n'est laissé au hasard et encore plus dans le passé. Tout avait un sens, une utilité fonctionnelle, mais également symbolique. Encore plus au XIXe siècle, où la société était régie par des conventions très strictes. Commençons par la portée symbolique du bonnet en lui-même. Non pas que je cherche des significations cachées partout, mais vous allez le voir par vous-même, il y en a un peu partout quand même. La coiffe des femmes a une signification très reliée au domaine de l'honneur. Ainsi, en cas de crépage de sillon, au sens figuré, lorsque 2 femmes s'insultaient, enlever sa coiffe équivalait à injurier de façon symbolique son interlocutrice, tandis qu'arracher la coiffe de son opposante signifiait qu'on la méprisait. Dans les 2 cas, ce n'était jamais bon signe. Et si une personne emportait la coiffe, puis l'exposait comme un trophée, c'était le signe d'un honneur perdu. Et bien entendu, une femme en cheveux, c'est-à-dire sans rien sur la tête, était considérée comme une femme de petite vertu, puisqu'elle étalait sa chevelure, symbole de la tentation, et encourageait à la luxure. Dans son livre « Les vêtements de la liberté », abécédaire des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800, traitant du vêtement révolutionnaire et de ses enjeux psychologiques, esthétiques, financiers, médicaux et idéologiques, Nicole Pellegrin mentionne, début de la citation, « Se respecter, c'est de voir pour une femme rester la tête couverte devant son égal ou son supérieur. » Fin de la citation.
Étant donné qu'il était malvenu pour une tourangelle d'être vue le cheveu libre, dès ses premières menstruations, considérées comme un rite de passage entre l'enfance et la vie adulte, elle se devait de porter la coiffe pour toute occasion. Ainsi, une femme tourangelle pouvait posséder jusqu'à 20 bonnets, un pour chaque événement de sa vie de femme. Vous aviez la coiffe de tous les jours, pour travailler, la coiffe du dimanche, des fêtes carillonnées comme Pâques, la Toussaint, la coiffe des assemblées villageoises, des fêtes de famille comme les baptêmes, les communions, la coiffe des jours de marché, des jours de foire, la coiffe du mariage, la coiffe de la femme mariée, la coiffe de deuil, la coiffe de demi-deuil. Et ces différents types de bonnets nous renseignaient sur l'événement en question, l'étape de vie de la femme, le tout sans avoir à poser de questions. Plutôt pratique, non? Les broderies avaient aussi leur propre langage, un peu comme les fleurs. En fonction de la quantité de broderie sur le fond du bonnet, en fonction du motif représenté, on obtenait beaucoup de renseignements sur la personne qui le portait. On va d'abord se concentrer sur les nombres et leur symbolisme. 3 nombres reviennent régulièrement. Le nombre 7 et ses multiples, le nombre 1 et le nombre 2. Le nombre 7 est associé aux 7 dons du Saint-Esprit qui, d'après le site de l'Église catholique en France, ont été formalisés par Thomas d'Aquin et sont les suivants: la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte de Dieu. Ces dons correspondent aux qualités attendues chez une femme durant le XIXe siècle. Le nombre 7 n'est pas anodin et a plusieurs significations religieuses, culturelles et superstitieuses. Il est considéré comme un chiffre magique, sacré, divin, spirituel, un chiffre porte-bonheur faisant partie de l'inconscient populaire, peu importe les religions et les cultures. Le nombre 1, lui, représente le célibat, la virginité, les coiffes montrant des roses seules désignaient des jeunes filles célibataires. La signification religieuse du nombre 1 est liée au commencement, à l'unité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le nombre 1 est aussi synonyme de perfection. Quant au nombre 2, il est principalement associé au couple, à une notion de partage, d'amour, ou, dans tous les cas, d'une vie maintenant partagée à 2. Une fois mariée, la femme portait une coiffe à 2 roses. Elle recevait cette coiffe comme cadeau de mariage pour symboliser son changement de statut dans la société et signaler qu'elle n'était plus célibataire. Le nombre 2 est lié à la sagesse, à la relation entre l'homme et Dieu, ainsi qu'à la double nature du Christ, une nature divine et une nature humaine. Il peut aussi symboliser le masculin et le féminin, la composante d'un couple traditionnel, ainsi que le bien et le mal, comme le yin et le yang. Passons maintenant au symbolisme des dessins des broderies. En fonction des périodes, des occasions et des modes, les motifs évoluent. On peut retrouver des animaux tels que les oiseaux, les libellules, les papillons, les abeilles, des fruits tels que les fraises, les groseilles, les framboises, des céréales telles que le blé, le maïs, et des fleurs telles que les roses, les lys, les liserons, les œillets, les fuchsias, les bleuets ou les marguerites. Nous allons nous concentrer sur la deuxième partie du XIXe siècle avec ses motifs principaux: la rose, l'épi de blé, le raisin et les feuilles de vigne. La rose, en particulier, et les motifs floraux de manière générale, sont les plus utilisés dans la décoration de la passe et du fond. La rose est le motif associé à la broderie de Touraine. Elle est considérée comme la reine des fleurs et symbolise l'amour, la beauté, l'espoir. L'épi de blé est le deuxième motif le plus utilisé. Il est associé à l'abondance, la prospérité, la paix, la fertilité. Le blé est considéré comme la céréale première, celle à partir de laquelle la farine et le pain, nourriture indispensable, seront faits. C'est aussi
un porte-bonheur. Et enfin, le raisin et les feuilles de vigne se retrouvent particulièrement dans la région de Vouvray et ses vignobles. Ces motifs étaient portés par les épouses de vignerons pour souligner le travail de leur mari, mais aussi pour honorer Saint Vincent, le saint patron des vignerons. Les broderies, leur signification, les personnes qui portaient la coiffe tourangelle l'ancrent véritablement dans une société provinciale française, campagnarde, et soulignent les relations et les croyances que les personnes de cette époque particulière entretenaient avec la religion et leurs origines paysannes. Il faut également ajouter que la quantité de motifs brodés sur la coiffe, la qualité des broderies, témoignaient aussi de la richesse de la famille. Une servante ne pouvait avoir une coiffe plus belle que celle de sa maîtresse. C'était intolérable. De plus, la décoration du fond renseignait sur l'importance de l'occasion. Pour les coiffes de tous les jours, il pouvait ne pas y avoir de broderie, ou alors des multiples de 7. La plus belle coiffe était celle portée le jour du mariage, avec une couronne de fleurs d'oranger. Finalement, il y en a des choses à dire sur la coiffe tourangelle, n'est-ce pas? Et le comble, c'est que ce que je partage avec vous dans cet épisode n'est que le résultat de recherches préliminaires. Il y a encore tellement de choses à analyser, à rechercher. Pour cette dernière partie, essayons de répondre à ma question principale. Quelles sont les origines potentielles de la coiffe tourangelle? Vous allez me dire que la réponse est simple et évidente. De Tours, bien évidemment. Mais qu'en est-il de ses origines historiques? Voyons cela ensemble. Au fil de mes lectures et de mes observations, toutefois incomplètes, je suis arrivée avec plusieurs hypothèses. Ma première hypothèse concerne les origines médiévales de la coiffe tourangelle. Daniel Schwetz, dans son livre « La coiffe et son imaginaire dans le folklore de la Touraine », mentionne des origines médiévales. Lors d'une rencontre impromptue à la bibliothèque de Tours, il m'expliqua que c'était la thèse généralement admise. N'ayant pas eu le temps de la vérifier par une étude plus approfondie, je ne puis ni l'infirmer ni la confirmer. Cependant, si on ouvre un livre sur l'histoire de la mode et du costume, on peut se rendre compte de la diversité des coiffures du Moyen-Âge. D'abord basées sur les pratiques romaines consistant en un simple voile posé sur les cheveux, elles gagnèrent au fil du temps en diversité et en complexité, certaines étant même inspirées des trouvailles des croisades. Les femmes médiévales, peu importe leur condition sociale, portaient un couvre-chef, par modestie, mais également pour se protéger la tête, notamment pour les femmes travaillant dans les champs. Ce couvre-chef, basé sur le voile romain, semble avoir évolué en bonnet et en fichu, pour des raisons de praticité. Ma deuxième hypothèse est le bonnet de la laitière. Une autre théorie que j'ai pu trouver est mentionnée dans le livre « Les traditions populaires en Touraine, leur évolution au cours des siècles ». L'auteur, René Coursault, y présente les habitudes vestimentaires des Tourangeaux. Ainsi, pour les coiffes féminines d'avant la Révolution, il parle de mouchoirs de dentelle empesés posés sur la tête, mais également de, début de la citation, bonnet à la laitière ou à la Jeannette, gros bonnet serré par un ruban et un nœud, dégageant la racine des cheveux au-dessus du front et couvrant les oreilles avec des volets de dentelle plissés. Ce serait l'origine du bonnet tourangeau. Fin de la citation. Ce bonnet est dit de la laitière car principalement porté par les laitières, comme son nom l'indique. Ici, on reste dans des origines paysannes basées sur l'évolution naturelle des styles vestimentaires et des progrès. Ma troisième hypothèse est liée à la personnalité de Marie-Antoinette. J'ai d'ailleurs consacré un épisode de My Fashion Stories Box podcast à la dernière reine de France et à son impact sur la mode. Cet épisode est disponible en anglais.
Le XVIIIe siècle est un siècle de bouleversements sociaux et politiques qui culmineront en 1789 avec la Révolution française. Le XVIIIe siècle est aussi le siècle des Lumières et, pour le sujet qui nous intéresse, une personne va jouer un rôle important, Jean-Jacques Rousseau. Un de ses livres, publié en 1761, va mettre le monde rural en lumière. C'est le livre Julie ou la nouvelle Héloïse. À travers l'histoire des protagonistes est abordée la notion d'exotisme et de pittoresque d'une vie romanesque hors des murs de Versailles. Entre 1774, année de son couronnement, et 1793, année de sa mort, Marie-Antoinette aura lancé plus d'une vingtaine de modes, allant des plus farfelues et volumineuses aux plus simples. Ce changement vers une mode plus simple, un retour à une vie plus campagnarde, serait influencé par la naissance de son premier enfant, par une volonté personnelle de retourner au mode de vie plus simple de son enfance et par l'évolution économique et politique du climat français. Elle va se faire construire en 1782, pas loin du Petit Trianon à Versailles, une reconstitution d'une ferme qui sera appelée le hameau de la Reine. Elle aura un jardin et une famille de fermiers, des Tourangeaux pour la petite histoire, pour s'en occuper. Elle y recevra ses intimes dans une tenue beaucoup plus décontractée, inspirée des habitudes vestimentaires paysannes et d'une vision assez romantique, il faut l'avouer, de la vie à la campagne. Les robes vont perdre en volume, avec un effet tablier sur le devant des jupes et un châle croisé sur le corsage, entourant la taille et attaché derrière le dos à la mode paysanne. Les imprimés vont être très floraux. Quant aux coiffes, elles seront très largement inspirées du fameux bonnet de la laitière, bien entendu orné de dentelles et de rubans pour lui donner un air plus luxueux. Et après la chute de l'Ancien Régime, les représentations des années de la Révolution française nous montrent des femmes portant des coiffes inspirées par ce bonnet de la laitière mis au goût du jour par Marie-Antoinette. Avec l'abolition des privilèges et la fin des lois somptuaires, interdisant à certaines classes sociales l'accès à des produits de luxe, bourgeois et classes paysannes peuvent maintenant, sous réserve d'en avoir les moyens, se procurer de la dentelle, de la soie et des broderies. Maintenant, si on essaye de visualiser, même si de manière incomplète, les origines historiques de cette coiffe et de son évolution au fil des siècles, on peut remarquer des allers-retours entre les différentes classes sociales. Au Moyen-Âge, c'est une coiffe qui semblait être portée par toutes les femmes, puis ensuite limitée aux paysannes, pour devenir un accessoire de mode de l'aristocratie féminine pré-révolutionnaire, puis un couvre-chef universel et enfin un marqueur social pour les femmes tourangelles. En théorie de la mode, on parlerait de modèle ascendant, quand un effet de mode commence dans les couches inférieures de la société pour atteindre l'élite, et de modèle descendant, quand un effet de mode commence au sommet de la hiérarchie sociale pour atteindre les couches inférieures de la société. Car ici, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, ce sont les raisons pour lesquelles on s'habille, on se coiffe. Les différentes fonctions qui vont aller du plus fonctionnel, me protéger la tête, au plus superficiel, qui vont être montrer mon statut social, mon appartenance communautaire et religieuse, ma personnalité, ma richesse ou celle de ma famille. Et que dire du futur de la coiffe tourangelle ? Actuellement, personne ne la porte, en dehors de groupes folkloriques. Mais cela ne veut pas dire qu'un jour, elle ne reviendra pas à la mode. J'ai voulu imaginer quelles pourraient être les futures versions de la coiffe tourangelle et je me suis amusée avec l'intelligence artificielle. Je vous invite à découvrir les résultats sur le compte Instagram de mon podcast, My Fashion Stories Box Podcast. C'est l'heure de la conclusion de ce long épisode. Qui aurait cru qu'une coiffe relativement banale soit autant chargée de sens, d'origine et d'impact ? Vous ne regarderez plus le bonnet tourangeau de la même manière, ou du moins, je l'espère.
qu'avons-nous donc appris sur la coiffe tourangelle et sur ses origines? Étudier les coiffes ou tout autre élément du vestiaire régional correspond à un travail de fond permettant de comprendre le contexte social, dont la présence ou l'absence de lois interdisant ou autorisant le port d'un certain tissu et ou d'un certain embellissement en fonction des classes sociales, l'évolution de la dissémination de la mode et de sa démocratisation à travers les classes sociales, l'influence jouée par l'économie, la politique, le développement des moyens de commercialisation et des moyens de communication, l'influence du développement des moyens de production et de transport sur la mise à disposition d'un produit et sur la création de la demande, la transmission de valeurs, de la position de la femme et de l'homme, de codes, de messages non-verbaux. Pour moi, le bonnet tourangeau a toutes les caractéristiques d'un phénomène de mode influencé par des facteurs historiques, économiques et sociaux et qui est devenu, au fil du temps, une représentation régionale stéréotypée. Ceci n'est que le premier jet d'une recherche plus approfondie sur le sujet et ne saurait être en aucun cas un document final et exhaustif sur la question. Il est aussi le reflet de mes propres réflexions et conclusions, basées sur des ouvrages déjà publiés, mes propres connaissances de l'histoire de la mode et sur mes observations. Il ne saurait donc pas prétendre à la perfection ou à énoncer une seule vérité vraie sur ce sujet. Il est là pour vous inviter à la réflexion et au débat. Je tiens à remercier l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Christophe-sur-le-Nez et son président, M. Philippe Larue, de m'avoir permis de présenter le résultat de ses premières recherches lors d'une conférence-exposition qui s'est tenue le 24 novembre 2023. Un livret plus complet a été publié à cette occasion. Si vous souhaitez vous le procurer, contactez-moi. Merci d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Box podcast. J'espère qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur le patrimoine régional français et aura éveillé votre curiosité. Comme vous avez pu vous en rendre compte, la coiffe régionale tourangelle est pleine de surprises. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour compléter l'écoute du podcast avec des visuels. Et si vous aimez My Fashion Stories Box podcast, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera grandement plaisir. Je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. À très vite pour un prochain épisode.